Je suis avec Julien Langella qui vient de sortir un nouveau livre intitulé Refaire un peuple pour un populisme radical. Julien Langella, bonjour. Bonjour Yann. Alors, donc votre livre qui vient de sortir aux éditions de la Nouvelle Librairie bon, est un joli pavé, c'est un manifeste, un plaidoyer. Euh, j'ai envie de dire, première question, alors un peu taquine, vous l'intitulez Refaire un peuple, vous prenez, vous d'ailleurs vous citez la phrase de Frédéric Mistral qui évoque cette refonte du peuple. J'ai envie de dire de prime abord, est-ce que ce concept pourrait pas aussi sonner un peu Khmer rouge finalement, parce que refaire un peuple, ça peut avoir plusieurs sens. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Mais cette ambiguïté est intéressante parce qu'il y a deux manières de refaire un peuple. Il y a en effet l'idée de créer sur la base d'une table rase avec un programme totalitaire un peuple qui n'en est pas un, mais en fait une masse indifférenciée de zombies dont le seul carburant est la propagande. C'est ce que nous avons connu au temps du communisme et d'une certaine manière ce que nous connaissons un petit peu aujourd'hui sous l'empire de la société de consommation. Et puis il y a une seconde manière de faire un peuple, c'est tout simplement de rendre ce peuple à son pays, à son histoire, à son identité, de refaire fleurir finalement son âme, sa culture, ses trésors de spiritualité. Et donc il s'agit en fait, en refaisant un peuple, de l'éveiller à lui-même. Alors, votre livre se divise en plusieurs parties. Donc, il y a une partie consacrée à ce que vous appelez le grand déracinement. Ensuite, il y a la reconquête de nos libertés, être et durer. Comment est-ce que nous avons chuté et enfin que faire avec avec juste avant cela un programme politique, enfin quelques propositions politiques plutôt que vous faites. J'ai envie de vous demander en quoi le déracinement serait un vol de nos libertés. Eh bien, je crois qu'il est très intéressant de redéfinir la notion de liberté parce que nous la confondons généralement avec un choix très large, voire absolu. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait, après tout, acheter n'importe quel livre qui était encore interdit il y a 50 ans, lire des auteurs extrêmement radicaux et contestataires, et en même temps s'abrutir devant Netflix. Et donc, nous disposons d'un grand choix culturel, mais nous n'avons pas de réelle liberté dans la mesure où la liberté, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Et donc c'est le pouvoir aussi de vivre libre, c'est-à-dire de vivre de manière autonome, de manière indépendante, sans dépendre des autres, sans dépendre de l'État de façon assistée, sans dépendre non plus d'un marché tout puissant, c'est-à-dire du supermarché, sans dépendre non plus, par exemple, d'un pays étranger pour tout ce qui est la culture, le cinéma. Être libre, c'est être riche de sa propre créativité. C'est ça la vraie liberté. C'est d'enseigner à nos enfants tout un univers culturel qui vient de nos références, de notre histoire, nos mythes. Et en cela, la liberté est la base de l'enracinement et il n'y a pas de liberté sans enracinement, il n'y a pas de liberté d'action qui ne s'inscrit pas dans un univers communautaire, dans un cadre culturel. Il y a une liberté à l'intérieur d'une société parce que nous sommes tous par nature des êtres de société. Personne ne naît tout seul, isolé, nous naissons dans des familles, dans des patries. Et le déracinement, c'est finalement cette grande dynamique liberticide depuis des siècles. Ça paraît contradictoire parce qu'on est le pays soi-disant des droits de l'homme et on a l'impression qu'on a réalisé des conquêtes incroyables depuis 3 siècles. Je crois que c'est tout l'inverse. C'est qu'au nom de la liberté avec un L majuscule, on a anéanti toutes les petites libertés concrètes. Et la Révolution française a commencé comme ça, avec l'interdiction du droit de grève, par exemple, avec l'interdiction des syndicats qu'on appelait autrefois, même si les réalités sont un peu différentes, les corporations. Donc la révolution qui fait partie du grand patrimoine de la gauche a aussi tout un volet dirigé contre les libertés ouvrières, les libertés communautaires des travailleurs, et ce sont ces libertés qu'il faut de réacquérir contre un monde qui prône la liberté, mais finalement au sens d'un caprice narcissique qui fait exploser la société. Et donc la liberté de se droguer, la liberté de rendre les gens de plus en plus abrutis, tout cela nuit de manière globale à toutes nos libertés. Et la première de ces libertés, ben, c'est le droit à la vie. Et c'est le droit d'accéder à la culture, au vrai, au beau et au bien. Et donc il faut bien distinguer la liberté comme caprice narcissique et la liberté d'être soi-même qui est tout simplement une nécessité identitaire, une nécessité vitale. Alors, vous dites justement, vous venez de l'évoquer, vous l'écrivez bien dans votre livre, vous dites que la liberté n'est pas une fin en soi, mais un pouvoir qui doit être mis en fait au service de la communauté. Mais est-ce que l'homme n'a pas cherché dans son histoire, notamment l'homme européen,
à sortir, y compris sa propre communauté, d'un état de fait? Est-ce que la recherche de la liberté individuelle n'amène-t-elle pas finalement la paix collective et communautaire? Alors, faut entendre encore une fois ce qu'on entend par liberté individuelle. Je ne crois pas que la paix s'obtienne par l'indifférence. Parce que là, quand vous me dites liberté individuelle, j'entends scepticisme, indifférence, refus de rechercher la vérité. On fait le sacrifice de cette vérité sur l'autel du consensus. Mais le consensus et la paix, c'est deux choses différentes. On acquiert la paix véritable que lorsque l'on partage des grands principes, une vision du monde commune, avec des divergences à l'intérieur de ce fond culturel commun, mais il y a ce fond. À l'époque où l'Europe était majoritairement catholique, il y avait des guerres, il y a toujours eu des conflits, les Européens ont toujours été des rivaux, mais il s'agissait de repousser l'adversaire de l'autre côté de la frontière, il ne s'agissait pas de l'anéantir. Et on voit bien que l'esprit de destruction de l'ennemi qui caractérise les guerres modernes à partir du XXe siècle et peut-être à partir à partir de la fin du XIXe aux États-Unis avec la guerre de sécession, en fait, ça date des guerres civiles de religion. Ça date du moment où les Européens ont cessé d'être unis, de partager cette culture et cette foi catholique en commun. Donc je crois que l'homogénéité identitaire, à l'intérieur de laquelle il y a nécessairement une part de diversité, c'est la condition de la paix. Et c'est la raison pour laquelle, quand on partage une culture, une foi, une vision du monde commune, on n'a pas besoin d'une floraison vénéneuse de lois pour nous obliger à distinguer le bien du mal. On n'a pas besoin de petits écriteaux infantilisants dans les bus. Respecter son chauffeur de bus, ce n'est pas lui cracher dessus. On n'a pas besoin de ça quand on a une culture commune. Et donc on est véritablement libre quand on a une culture commune, parce qu'on a la même vision de l'homme. On sait que l'homme est à la fois libre et responsable de ses actes, il est capable de s'auto-limiter, et au nom de la liberté individuelle, on a renoncé à l'idée d'une morale commune. Et donc le retour de bâton, c'est le totalitarisme moderne, c'est-à-dire l'État policier, l'État nounou, l'État moraliste, qui, puisqu'il n'a plus en face de lui des hommes libres, mais des enfants gâtés, capricieux, eh bien nous impose, finit par nous imposer des servitudes insupportables. On reconnaît le droit à chacun de se découvrir chèvre, homme ou femme, alors qu'il est né d'une certaine manière et pas d'une autre. Et en retour, pour soi-disant garantir cette liberté d'autodétermination, eh bien, on va limiter la liberté d'expression des autres. Et donc c'est la guerre de tous contre tous. Donc c'est très important pour moi de comprendre que les libertés actuelles que l'on défend dans les médias, etc., n'en sont pas. Ce sont des caprices qui mènent au contraire à une servitude plus grande pour ménager la susceptibilité de chacun des lobbies auxquels on a permis d'émerger. Alors, toujours sur la notion de liberté, alors vous écrivez une phrase qui d'ailleurs qui peut choquer, donc vous allez expliquer. Vous écrivez que le cerf au Moyen Âge avait plus de pouvoir sur sa propre vie que l'occidental urbain hyper connecté. Est-ce que vous y allez pas un peu fort en disant que en gros le cerf était un homme plus libre que l'occidental urbain hyper connecté d'aujourd'hui? Il était plus libre en effet parce qu'il était sûr de pouvoir subvenir à ses besoins, à part évidemment dans le cas d'une catastrophe naturelle, d'aléas climatiques incontournables, dans le cas d'une guerre, bref, des choses que nous subissons encore aujourd'hui, il y a des choses dont nous ne sommes pas à l'abri, mais en revanche, un pacte fort le liait à son seigneur au Moyen-Âge, et ce seigneur avait intérêt à ne pas le brutaliser excessivement et à le maintenir sur cette terre, et donc du même coup, ce cerf ne jouissait pas d'une grande mobilité sociale. C'est vrai, contrairement au vilain, le paysan libre, mais il avait en tout cas une méconnaissance totale du chômage, comme tous les artisans d'ailleurs par ailleurs, hein, sans parler que des paysans à cette époque-là. Et c'était en même temps, on le sait, il y a beaucoup de travaux qui ont été publiés sur les révolutions techniques au XIIIe siècle avec la multiplication des moulins à eau notamment, que c'était une ère de très grande créativité. Donc contrairement au mythe libéral, mobilité sociale et créativité ne vont pas nécessairement de pair, et on peut être parfaitement enraciné dans une communauté, vivre d'une manière assez fixe, c'est vrai, et voir son horizon se borner à la colline d'en face. Ben, malgré tout, il y avait une très grande créativité, parce que les peuples étaient liés par une espérance aussi, ils avaient les pieds dans la terre mais les yeux vers le ciel, et donc leur souci était d'améliorer ici-bas leur peine quotidienne. Et donc ce cerf, par son état, parce qu'il avait un titre, mais du coup il avait un pouvoir, et tout l'ancien régime c'est ça, parce qu'on fait partie de quelque chose, on a un pouvoir. Et j'aimerais vous citer une anecdote, c'est très bien qu'on me pose cette question, parce que ça m'est arrivé il y a 2 jours. Je surprenais une conversation entre une dame un peu guindée dans une boulangerie et un provençal pure souche. Et celui-ci avait le verbe un peu haut, a choqué madame. Madame s'est révoltée et monsieur lui a répondu: alors moi je suis peut-être pas une re de deux, je suis un rien du tout,
mais je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai un titre. Je suis président de l'amicale des boulistes de mon quartier. Bref. Et bien ça révèle vraiment le plus profond de l'âme française et ce qui fait notre liberté. Parce qu'on appartient à un groupe, parce qu'on le représente. Un titre symbolique, il n'y a aucun pouvoir politique qui découle d'être le chef de l'équipe de pétanque du quartier du coin. Eh bien, on existe socialement et on est fier de cela. C'est pas grand-chose, mais ça suffit aux gens pour se sentir exister, pour exister socialement, parce qu'on n'est pas seulement des corps ou des esprits, on est aussi des citoyens. Et être citoyen, eh bien, c'est d'abord être citoyen de son quartier, d'une association, enfin membre d'une association, etc. Et c'est fondamental. Je crois que la liberté, puisque c'est un pouvoir d'agir, ça peut se faire qu'au nom d'une communauté, au nom d'un groupe. Parce que tout seul, on n'agit pas. On agit dans un conseil de quartier, dans un syndic de copropriété. Et donc la liberté, vraiment né sur le terreau de la communauté, avec des variantes historiques, bien sûr. Le paysan bourguignon du XVIIe, c'est pas c'est pas son ancêtre du XIIe siècle, mais je crois vraiment que la liberté est née de la hiérarchie aussi. Si on reconnaît à chacun des différences et donc un statut social correspondant, eh bien on lui accorde une liberté concrète. Son horizon est borné, mais son horizon lui appartient véritablement. Alors qu'aujourd'hui, on est illusionné par une liberté totale en apparence, mais enfin essayer de vivre sans téléphone, sans voiture, essayer de prendre cette liberté à bon corps et vous allez voir tout un faisceau de tracasseries administratives qui vous empêchera d'accomplir ce que vous pensez devoir être. Alors, toujours dans la partie consacrée au grand déracinement, vous expliquez que les Français sont à la fois victimes et du libéralisme et de l'étatisme. Alors, on a affaire, selon vous, à comme une alliance entre l'oncle Sam et l'Union soviétique, si j'ai bien compris. Alors ça c'est un peu l'équivalent géopolitique, mais je crois que aucune idéologie ne s'applique à 100% dans un pays. Donc ceux qui me disent la France est un pays socialiste, je leur dis non, c'est plus compliqué que ça. Et à l'inverse, ceux qui me décrivent une dictature libérale en France, à mon avis, font fausse route de la même manière, puisqu'une idéologie est appliquée par des hommes, il y a un contexte géopolitique, et on le voit avec un Fidel Castro qui n'était pas très communiste au départ, mais qui a bien dû s'appuyer sur l'URSS. Et donc la France est un pays touché par la dynamique libérale mondiale parce que de plus en plus de choses sont vendues aux plus offrants en France. C'est-à-dire qu'il y a un marché maintenant, il y en aura un demain certainement, des mères porteuses avec le développement de la GPA. Mais pour prendre un autre exemple, l'aide à domicile, jusqu'en 1995, avant la réforme Juppé, c'était au secteur associatif de s'en occuper. Désormais, c'est devenu un marché. Donc l'extension du marché, c'est-à-dire l'extension, pour reprendre le vocabulaire libéral, pour être tout à fait honnête, l'extension du choix du consommateur, c'est un terme un peu plus sympathique, mais c'est la même chose, c'est bien la preuve qu'on est dans une dynamique libérale. Et en même temps, la France est un État, en effet, très centralisé de par son histoire, c'est en partie l'État, en partie qui a fait la France, et donc on subit plutôt des impôts insupportables et des tracasseries de toutes sortes, des ingérences sanitaires, surtout en ce moment. Donc on a les deux. On a évidemment d'un côté les puissances d'argent qui se sont développées sur le mythe de la soi-disant liberté qui n'a profité qu'à quelques-uns. Et puis d'autre part, cet État qui ne peut pas laisser échapper son peuple à son emprise. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de liberté d'entreprendre. Et ceux qui en profitent sont essentiellement Amazon et les gros, qui font de l'optimisation fiscale, etc. Ne sont pas les petits commerçants qui n'ont pas une armée d'avocats fiscalistes pour les défendre face à l'État. Et puis, d'autre part, on a un renforcement jamais vu de la restriction de la liberté d'expression. Et on a ce monopole assuré par Facebook dans le domaine des échanges numériques qui fait qu'ils peuvent nous censurer très aisément. Et donc là, on voit bien que le mythe de la diversité du choix par la concurrence totale sur le marché n'existe pas parce que les gros finissent toujours par manger les petits. On le savait depuis Platon et sa célèbre fable sur les frelons qui, en démocratie, mangent les abeilles. Et c'est la même histoire. Donc oui, on subit tout à fait les deux. Et donc il faut d'un côté assumer cette critique de l'État qui est juste de la part des libéraux, mais la faire avec d'autres raisons, on aura le temps d'en parler, et en même temps évidemment de ne pas renoncer à l'État, mais il faut le concevoir autrement, comme un État stratège, un État arbitre, un État père de communauté, et un père qu'est-ce que ça fait? Ça laisse aussi son enfant grandir, ça ne lui impose pas que des obligations. Votre livre évoque, d'ailleurs vous venez d'en parler un peu dans le pouvoir de l'argent, votre livre évoque également la nécessaire réforme du principe même de la banque, qui est une institution qui va aujourd'hui, dans ce que vous décrivez, à l'encontre du souverainisme populaire au final. En quoi est-ce fondamental pour reconquérir nos libertés, cette réforme de la banque? Bien,
qui tient le crédit tient la nation. À partir du moment où l'argent qui est créé aujourd'hui, cet argent est créé par des prêts. C'est-à-dire que vous contractez un prêt auprès d'une banque, vous prenez votre carte bleue, vous allez au distributeur, vous retirez des billets, ça y est, vous avez créé de l'argent, vous avez créé de la monnaie. Et la banque privée dans laquelle vous êtes client, vous a octroyé cette liberté à partir du moment où lui-même a emprunté de l'argent à une banque centrale. Et donc c'est fou, la plupart des gens croient encore que pour accorder un prêt, la banque pioche dans les comptes de ses autres clients. C'est pas le cas. La banque emprunte et ensuite vous prête. Et donc il y a une création monétaire qui est totalement anarchique. Et cette création monétaire étant plus entre les mains d'un pouvoir souverain, mais entre les mains d'une puissance d'argent, favorise des entreprises totalement téméraires. On a vu en 2008, ou juste avant 2008, juste avant la crise des subprimes aux États-Unis, des gens des pauvres empruntaient de l'argent pour s'acheter des villas. Et ce système a explosé aux États-Unis. Et chez nous, c'est là où on voit que le libéralisme est assez bien soutenu par l'étatisme. L'État a renfloué les banques. Alors les libéraux diront, bah non, justement, c'est pas du libéralisme. Mais oui, mais c'est comme les communistes qui nous disent, ah non, mais le goulag, c'est pas du socialisme. Et oui, mais ça mène à ça, fatalement. Fatalement, parce qu'une liberté d'entreprendre excessive, que ce soit dans le domaine de la banque ou sur le marché de manière générale, crée des mastodontes commerciaux qui sont capables, de par leur puissance financière, de parler d'égal à égal avec l'État. Et donc il y a des connivences qui se font au mépris des grands principes que les idéologues, de droite comme de gauche, peuvent nous asséner. Donc je crois que la banque, étant au service du peuple, doit l'être véritablement, et qu'il doit y avoir un contrôle du crédit. Et comme le préconisait entre autres Maurice Allais, prix Nobel de l'économie, eh bien séparer les banques de dépôt, séparer les banques de prêt, séparer les banques d'affaires, avoir 3 branches de la banque. Moi, je suis pas contre le principe de la banque, je suis contre le fait que la banque soit absolument une entreprise comme les autres, qu'elle joue au casino avec notre argent, parce qu'elle investit, la banque étant une entreprise, dans n'importe quelle société sans que nous en ayons véritablement le contrôle. Donc en fait c'est un vol organisé. Enfin, c'est de la malversation, c'est véritablement du trafic d'épargne en permanence qui est organisé par les banques et qui est insupportable. Donc ce rôle de la banque, il doit être réorienté politiquement, et par ailleurs je crois que il faut aussi encourager la solidarité par le biais des catégories socio-professionnelles, par le biais de nouvelles communautés de métiers, comme on a pu le connaître à la fin du 19e, et c'est un principe qui devrait être réactualisé. Est-ce qu'on a vraiment toujours besoin des banques, donc du marché, pour disposer de fonds, ou est-ce qu'on peut faire jouer une solidarité corporative? Ce serait un thème intéressant à développer aujourd'hui. Alors, dans votre ouvrage, hein, je rappelle que votre ouvrage s'intitule Refaire un peuple pour un populisme radical aux éditions La Nouvelle Librairie. Dans cet ouvrage, vous opposez le gigantisme au localisme, en fait, et vous dites que c'est quasiment une guerre à mort qui est en cours et qui va se tenir dans les prochaines années. Est-ce que finalement le gigantisme que vous dénoncez n'est pas un aboutissement de la quête permanente de l'Européen à dépasser sa limite? Parce que qui dit gigantisme dit recherche toujours de ce dépassement, que ce soit la limite géographique, physique, scientifique. Est-ce que c'est pas une forme d'aboutissement de cette quête européenne, ce gigantisme que vous dénoncez par ailleurs? Alors, d'une part, c'est un défaut de l'homme européen qui, à l'instar de Prométhée, souhaite voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes au mépris des règles de la mesure. C'est la vieille sagesse européenne qui nous l'apprend. Je crois toutefois, sans renoncer à ce constat de la spécificité européenne, qu'il y a péché de la démesure présent dans toutes les civilisations. Quand les Aztèques au XVe siècle accumulaient des quantités remarquables de pierres pour construire des pyramides sur lesquelles on allait sacrifier des dizaines de milliers de personnes en 4 jours, au lieu d'utiliser ces pierres pour faire des maisons étanches et capables de résister à l'humidité, on voit bien qu'il y a là ce même excès totalitaire, ce même détournement des ressources naturelles au service d'une idéologie, d'un État tout-puissant. C'est quelque chose qui existe dans toutes les civilisations. On le voit particulièrement aujourd'hui avec les systèmes de surveillance de la population chinoise mis en place par la Chine. Et ce gigantisme, il est aussi la conséquence d'une des mesures typiquement européennes, parce que de fait c'est le gigantisme le plus efficace, parce que c'est le gigantisme appuyé sur la recherche du profit, et c'est le libéralisme qui a développé celle-ci. Il n'y a qu'à relire La richesse des nations d'Adam Smith, qui fait l'apologie de la vertu d'égoïsme. Ce sera développé un peu plus tard également au 19e et au 20e siècle. Et ça, c'est vrai, c'est typiquement européen. Mais l'Europe
génère des mots et génère aussi des réponses à ces mots. Et c'est la seule civilisation à le faire. C'est la seule civilisation à engendrer le libéralisme, et le siècle suivant a engendré la réflexion sociale chez les catholiques, a engendré le socialisme. L'Europe engendre des guerres modernes terrifiantes et réactualise aussi l'idée d'unité européenne, alors sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, puisque pour moi l'Union européenne n'est pas représentative de l'Europe, mais l'idée d'unité européenne en soi est bonne. Et donc l'Europe, c'est aussi la civilisation qui se retourne sur elle-même, sur son passé, et qui est capable de proposer autre chose, une alternative. C'est cette créativité propre à l'homme européen. Et c'est ce qui fait, je crois, nous serions les mieux indiqués pour proposer un changement de cap radical au monde entier, pour sortir du productivisme industriel, pour replacer l'homme dans un tissu de solidarité et d'action locale. C'est le localisme, la relocalisation. Nous sommes les mieux placés parce que nous avons la capacité de retour sur nous-mêmes et parce que nous sommes aussi à l'origine, involontairement, de tous ces fléaux qui aujourd'hui ravagent le monde. Et ne voyez aucune repentance dans ce que je viens de dire. C'est une partie de nous-mêmes. Mais voilà, j'ai confiance. Il y a aussi, déjà je suis catholique, donc je crois à la rédemption, je crois en la rédemption des peuples aussi, et je crois qu'on a la capacité de se sauver nous-mêmes. Alors, justement, vous avez, dans le localisme que nous avons abordé, il y a quelque chose dans votre livre qui est intéressant. Là, vous reprenez une mesure au final formulée par les identitaires et essentielle selon vous dans cette guerre entre localisme et gigantisme, c'est la détaxation de la proximité. En quoi est-ce une mesure qui serait révolutionnaire selon vous? Alors, elle n'a pas l'air révolutionnaire en soi, elle l'est par les oppositions qu'elle rencontrera fatalement. La taxation de proximité, c'est inciter fiscalement les entreprises à embaucher des gens au plus près de leur lieu de production et à vendre leur production au plus près du lieu de fabrication, du lieu de production. C'est permettre à une entreprise d'être donc aussi un acteur social. Et ça permet aux consommateurs de vérifier parfaitement la traçabilité des produits, leur qualité, et donc d'être véritablement un consommateur éclairé. La relocalisation du travail accomplit finalement le fantasme des libéraux mieux que le libéralisme lui-même, puisqu'il permet aux consommateurs d'être un sujet rationnel et de choisir en toute connaissance de cause, puisqu'il a la main sur une production quand celle-ci est locale. De la même manière que je suis pour une extension de la démocratie directe, mais au niveau local. On peut faire voter les gens sur des choses qu'ils voient tous les jours en allant acheter du pain, en voyant l'état d'un rond-point sur la route, etc. Et c'est révolutionnaire dans le sens où nous vivons dans un système d'interdépendance généralisée qui profite évidemment à des puissances d'argent fabuleuses. Je prends le cas par exemple du Mexique. Le Mexique, 52% de son alimentation vient des États-Unis d'Amérique, et ce pays, le pays du maïs, importe son maïs, qui vient des États-Unis. La France, c'est de l'ordre de 20 à 35% de la production des poules et d'autres viandes qui viennent de l'étranger. Ce sont des fruits et des légumes qui, en très grande quantité, viennent aussi de l'étranger. Et alors qu'on est historiquement un pays de cocagne, on n'a jamais réussi d'ailleurs à coloniser efficacement un territoire parce que les Français ne veulent pas partir de France pour la fertilité de son sol. Ça, c'est aussi un constat important à faire. Donc on a les moyens en fait d'être localiste et d'être autonome, et on ne s'en donne pas les moyens parce qu'on adhère à une idéologie globale qui est le libéralisme, le libre-échange, alors qu'on pourrait choisir pour nous un autre modèle. Et ce modèle est révolutionnaire parce qu'évidemment ça ferait perdre de l'argent à beaucoup de gens, à beaucoup de multinationales qui, elles, ont tout intérêt à ce que les coûts soient moindres et donc à faire travailler des immigrés clandestins dans le sud de la Sicile plutôt que des travailleurs italiens qui se respectent et qui n'accepteraient pas n'importe quelle condition de travail. Et ces multinationales, ces grands groupes internationaux vivent aussi des réseaux de la finance mondiale. C'est une espèce d'écosystème parasitaire qui s'entretient. Et moi, j'appelle, comme Alexandre, à couper le nœud gordien. Et donc, évidemment, il y aura de la casse. Donc, dans une première étape, le localisme, c'est nécessairement des gens qui vont partir au chômage. Autant de parasites dont nous n'avons pas réellement besoin, comme tous les experts en marketing, publicitaire et autres marchands de sable. Donc dans un premier temps, et pour certains secteurs, le localisme est une perte d'emploi. Et à terme, il y a un équilibre qui se remettrait en place puisqu'on crée de l'emploi sur la terre, on crée de l'emploi en France, et ça demande là l'intervention de l'État. Moi, dans mon département, le Var, il y a 75% des terres agricoles, c'est du vin.
Ça, c'est n'importe quoi. 75% Ouais. des terres agricoles. Nous, l'autonomie alimentaire, on n'y est pas. Là, il y a véritablement une irrationalité du marché. Alors, on me dira, mais c'est rationnel, il y a une course au profit derrière, et donc c'est un objectif très rationnel. Mais j'appelle à une rationalité un peu plus haute, qui est celle du bien commun. Et là, l'État doit trancher. Et il est incroyable de voir qu'on a un État nounou surpuissant qui nous tyrannise, mais qui est incapable de tenir tête aux puissances d'argent. Donc le constat est là. Pour avoir du localisme et de la liberté locale, il faut un État fort. Il faut un État père de la communauté. Les deux ne s'opposent pas, au contraire, ils sont totalement complémentaires. Sur l'agriculture, justement, vous expliquez dans votre livre que l'agroécologie pourrait nourrir le monde entier. Est-ce qu'à 10 milliards d'individus sur Terre, c'est concevable cette généralisation de l'agroécologie? Alors d'abord, on dispose en effet de tous les travaux nécessaires et imaginables qui prouvent que l'ingéniosité, c'est pas juste envoyer des astromobiles sur Mars, comme on l'a fait récemment avec Persévérance, mais c'est aussi étudier le sol, au mieux, voir les ressources dont nous disposons, l'impact du climat, et je me désole qu'il n'y ait pas plus d'esprit curieux qui se tourne vers l'agroécologie. C'est peut-être moins sexy que la conquête des étoiles, mais pourquoi cet esprit d'innovation et de créativité typiquement européen, on le mettrait systématiquement au profit de startups qui proposent, comme une startup russe, Start Rocket, d'envoyer de la pub dans l'espace, de peindre de la pelouse en vert. Vous voyez, c'est complètement absurde. Moi, je propose de diriger et de canaliser cette innovation, cette créativité, comme l'Église l'a fait avec la chevalerie au Moyen-Âge. On prend une capacité saine d'un peuple et on lui permet de servir au bien commun. Et donc, c'est ce que je propose de faire avec cette révolution localiste. Et j'ai oublié la deuxième partie de votre question. Alors, non, non, c'était justement sur le fait que est-ce que cette agroécologie est compatible avec 10 milliards d'individus sur Terre? Voilà, la surpopulation. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont capables de faire pousser des céréales bio et d'avoir du rendement. Ça existe. Il y a des pionniers de ça. Il faut les connaître et je les cite dans mon ouvrage. L'État pourrait encourager, stimuler ces recherches. Il ne le fait pas. Pourquoi? Bon, il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire pousser aussi des tomates bio et d'avoir beaucoup de rendement. Et je les cite aussi dans mon ouvrage. Et il y a des pionniers de l'agroécologie qui vivent de ça, qui vivent très bien et qui ont tout fait tout seuls. Ils ont reçu de l'aide de personne. Donc le poids des habitudes et de l'esclavage de la politique agricole commune fait plier aujourd'hui les paysans dans une routine qui est délétère pour eux parce qu'on les transforme en fonctionnaires et à la fin en suicidés. Mais il faut les aider, au contraire, à passer le cap de cette conversion. Le bio, c'est pas qu'un truc de bobo. Parlons d'agriculture naturelle ou de permaculture. Au fond, c'est ça. De leur redonner leur dignité de paysans et pas d'en faire de simples exploitants agricoles. Donc c'est possible, ça existe. Il faut toute la force et le volontarisme du pouvoir politique pour l'étendre. Pas criminaliser et culpabiliser les agriculteurs, mais en leur redonnant leur fierté. Ce qui est l'inverse d'un discours bobo urbain. Et ensuite, la question de la surpopulation, elle est fondamentale. Je l'affirme clairement dans mon livre, je ne crois pas qu'il y ait de solution politique, et c'est ça aussi la sagesse du populisme, c'est de savoir accepter qu'il y a certains enjeux, on n'a strictement aucune marge de manœuvre. La population a littéralement explosé au XXe siècle, il y a un progrès exponentiel, il n'y a pas un progrès linéaire. Et donc, cet enjeu de taille, déjà le meilleur moyen, entre guillemets, d'y remédier, c'est de responsabiliser les États africains qui sont en première ligne en fermant leurs frontières. C'est-à-dire que l'Europe doit cesser d'être le plan B, d'être l'opération de sauvetage de tous les échecs des crapules et des corrompus qui dirigent l'Afrique depuis la décolonisation. La surpopulation, c'est une question de politique étrangère et de fermeté dans la gestion de nos frontières. C'est la toute première réponse à aborder. Maintenant, moi, je ne suis pas un mondialiste, donc je ne vais pas imposer une tyrannie de l'agroécologie au monde entier. C'est aux États souverains de diriger leur destin. Mais je crois que notre devoir à nous, Français et Européens, il est déjà de dire stop. Et cela pourrait amener donc les Africains à véritablement s'occuper d'eux-mêmes au lieu de compter sur nous. Et donc cela, je pense, jugulerait à terme cet excès de population. Alors, Julien Angela, je vais pas raconter tout ce qu'il y a dans votre livre, que j'invite vraiment les lecteurs à acquérir, parce que c'est vrai que c'est un beau pavé complet sur comment refaire un peuple, enfin tel que vous le voyez. Mais j'ai une question quand même. Comment est-ce que vous définissez le bien commun? C'est quelque chose qui guide vraiment tout votre ouvrage, ce bien commun. Comment est-ce que vous le définissez? Est-ce que vous le définissez de manière universelle ou alors communautaire? Parce que s'il est communautaire, il implique quand même de facto qu'il puisse être en contradiction avec le bien commun du voisin, j'ai envie de dire.
Il y a un bien commun communautaire et il y a un bien commun universel. Le bien commun universel, c'est un ensemble de principes. Le bien commun, ce sont toutes les conditions qui permettent à un peuple d'exister et de grandir à la fois en force, en sagesse, en nombre, quand ce peuple a besoin de devenir plus fécond. Et donc je précise une chose importante par rapport à votre question précédente, je suis radicalement, totalement, intégralement opposé à toute mesure malthusienne de stérilisation forcée et autres mesures de contrôle de la population sous alibi d'éducation des femmes. Parce que ça, peu importe ce que sont ses options morales ou ses options religieuses, les idées de chacun sur les principes de base qui fondent la vie, on est quand même tous obligés de reconnaître que c'est la porte ouverte au totalitarisme, c'est la porte ouverte au choix de l'État de décider qui a le droit de faire des enfants ou non. Et ça, c'est insupportable. Donc c'est une parenthèse. Et donc le bien commun, c'est tout ce qui nous exister en tant que peuple, c'est donc déjà manger une nourriture saine et produite le plus localement possible. On peut tous s'entendre là-dessus. C'est-à-dire déjà le bien commun là-bas, c'est de ne pas s'empoisonner, c'est de vivre. Le premier droit à la vie, c'est ça en fait, ça c'est fondamental. Le bien commun, c'est la sécurité, qui est la première de nos libertés, puisqu'à partir du moment où nous ne sommes pas en sécurité, je parle par exemple du fait qu'il y ait une impunité zéro pour les atteintes à la propriété privée de votre maison, de vos biens personnels. On n'a pas cette sûreté dans la propriété, là aussi on est limité dans notre capacité à agir. Cette liberté d'expression. Mais alors là, en effet, ça doit être jugulé et interprété à la lumière de chaque tradition. Et ça, c'est typiquement une liberté qui ne peut pas être universalisée, qui dépend de la conception qu'a chaque peuple de l'esprit critique. Et puis de la réalité des rapports de force en société aussi. On ne laisse pas une liberté d'expression totale dans un pays qui est travaillé par des réseaux islamistes face à un État faible. Enfin, toute question de circonstances, tous les principes s'appliquent aux circonstances variées. La valorisation de son pays, un État qui promeut sa propre culture, qui promeut le patriotisme, ça fait partie pour moi des incontournables du bien commun. Voilà, éduquer au vrai, au beau et au bien selon sa propre culture. Et là, en effet, ça va différer qu'on soit au Gabon, au Canada ou en France. Mais le principe, à la base, vaut pour tous. La fierté d'être soi, la fierté de pouvoir se nourrir soi-même, de faire vivre le petit commerce parce que le petit commerce fait un tissu local, et ça, c'est universel. C'est pas communautaire, même si les traditions artisanales sont différentes. La capacité de s'exprimer un minimum sur le destin de son peuple, de vivre en sécurité, d'être une respectée, voilà quelques points, à mon avis, non négociables du bien commun qui nous concernent tous. Et je cite juste une dernière chose, je pense aux portoricains. Ils sont intéressants, les écologistes portoricains, parce qu'ils disent en ce moment, nous sommes le 51e État des États-Unis, ce pourquoi nous nous battons, c'est la souveraineté. Donc en fait, c'est la gauche portoricaine qui dit, nous nous battons pour la souveraineté alimentaire, énergétique, économique. Produire nous-mêmes, assurer notre sécurité nous-mêmes, produire de l'énergie nous-mêmes. C'est ça en fait aussi le bien commun. C'est cette liberté dans l'autonomie. La véritable liberté, c'est ça, c'est l'autonomie. Et la condition du réenracinement durable, c'est cette autonomie, capacité à décider soi-même. Dernière question, Julien Langella, donc auteur de Refaire un peuple pour un populisme radical. Alors dans votre ouvrage, vous faites toute une série de propositions politiques concrètes, hein, donc je ne reviendrai pas dessus, j'invite les lecteurs à les consulter parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et en conclusion, dans votre partie Que faire, à cette réponse, Que faire, vous expliquez que nous le voulions ou pas, on est aujourd'hui tous militants. Vous évoquez ensuite la violence juste, le fait que par exemple l'Irlande ne serait pas libre sans l'IRA ou que les bonnets rouges ont été entendus et pas la manif pour tous. Est-ce qu'on doit en tirer la conclusion que tous les recours pacifiques ont été épuisés concernant le sauvetage et le redressement des Européens? Première question. Et deuxième question, est-ce que la sécession, c'est-à-dire le fait de rompre avec l'ordre établi actuellement ou de rompre avec la République française, est-ce que ce n'est pas finalement le dernier recours pour prolonger la paix? Oui, je crois qu'en effet, il faut bâtir une autre société, pas seulement une contre-société, c'est-à-dire un groupe qui ne vit que par l'opposition au monde qui l'entoure, mais une autre société qui vit de ses propres ressources. Et donc j'incite en effet à la création d'écoles indépendantes, de structures économiques locales à l'échelle d'une famille qui sont capables de coexister dans un village, de recréer des écosystèmes locaux. Et je pense que l'une des meilleures politiques natalistes, si ce n'est la meilleure, c'est ça. En fait, c'est recréer du petit commerce, c'est recréer une vie de quartier attrayante pour inciter des couples à s'y installer et donc, in fine, à créer une famille. Et c'est absolument fondamental. Et la question de la violence, eh bien,
Je crois qu'on ne peut pas utiliser la violence quand on n'est pas certain d'avoir le peuple derrière soi. Et si j'appelle à refaire un peuple, c'est justement parce que je crois que notre peuple est fatigué, est lessivé, est manipulé parce qu'il est manipulable. Il a oublié qui il était. Et donc aujourd'hui, je ne crois pas du tout aux chances d'un mouvement insurrectionnel. Et en même temps, je constate bien que beaucoup de recours pacifiques sont épuisés, que la démocratie n'est qu'un faux semblant. Et quand on voit qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, Emmanuel Macron a été élu avec 2 voix de Français sur 10. Je ne parle pas d'électeurs. Là, c'est un tiers, je pense qu'il reste quand même minable. Là, on a 2 voix de Français sur 10 qui ont élu Emmanuel Macron par accident. Donc, je ne crois pas non plus au processus démocratique. Mais je crois que tous les moyens sont bons dans la mesure où il faut utiliser toutes les lucarnes dont nous disposons, et cela doit être arbitré dans notre esprit aussi par la conscience que l'on a de ses propres qualités, de ses talents. Est-ce que je suis à ma place devant une caméra télévision? Est-ce que je suis à ma place pour aller solliciter le suffrage des électeurs? Et il y a des gens qui sont capables d'écrire des bouquins, bon c'est mon cas, il y a des gens qui sont capables de mener des campagnes électorales, des journalistes, de créer des écoles, de créer une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, de conquérir des petites mairies locales. Et je pense que ça, c'est l'objectif politique le plus intéressant et le plus constructif sur lequel nous devons travailler ici et maintenant. Parce qu'on a en main la police, on a en main la politique culturelle, une grande partie de la politique scolaire. En fait, il y a de quoi mener une révolution culturelle en étant maire d'une petite ville, même une petite ville. Donc je crois en l'action locale, et je crois en l'action culturelle, et je crois que nous avons tous des talents, et donc il n'y a pas une seule voie. Mais à la fin, toutes doivent converger vers la conquête du pouvoir. On fait la politique pour gagner. Alors, c'est pas du folklore, c'est pas des soirées de gala ou des beuveries dans un bar miteux. À la fin, l'objectif, c'est quand même de gagner. Et même si nous ne voyons pas, nous ne verrons peut-être pas nous-mêmes les résultats de nos entreprises, eh bien, ayons à cœur d'avoir contribué à créer un univers viable pour nos enfants, afin que nous soyons demain de les regarder droit dans les yeux et de leur dire j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Julien Langella, merci. Merci à vous.